Laurent Nkunda, ancien général Tutsi et chef rebelle, incarne une figure paradoxale dans l'histoire mouvementée du Congo. Le destin de cet homme semble se jouer à la croisée des intérêts géopolitiques, ethniques et militaires qui ont défiguré l'Est du pays pendant des décennies. De ses débuts en tant que soldat aux côtés des forces rwandaises durant le génocide de 1994 jusqu'à sa prise de pouvoir à la tête du CNDP, son parcours est marqué par des décisions stratégiques controversées et des alliances aussi changeantes que dangereuses. Mais c'est en 2008, lors d'une offensive éclair dans le nord Kivu, que la véritable portée de son influence se fait ressentir, sémant la panique au cœur de Goma, en République démocratique du Congo. Que cachait réellement cette offensive fulgurante? Et pourquoi, après son arrestation en 2009, son empreinte se fait-elle encore sentir à travers la naissance du M23, un groupe armé directement issu de ses rangs? Ces questions et bien d'autres révèlent un enchevêtrement complexe de motivation, de lutte de pouvoir et de répercussions internationales. Cette vidéo plonge dans les dessous de la guerre où l'ambiguïté de la politique se mêle à la violence des hommes. Laurent Nkunda est né le 6 février 1967 à Mirangi, dans le territoire Rutshuru, dans l'est du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Fils d'agriculteur Tutsi, venu du Rwanda au XIXe siècle, il a étudié la psychologie à l'université de Kisangani à la fin des années 1980. Il devient ensuite pasteur d'une église pentecôtiste au Kivu. Durant le génocide des Tutsis, en 1994, Laurent Nkunda est formé au Rwanda dans le camp militaire de Gabiro par le Front patriotique rwandais, FPR, l'ex-rébellion rwandaise dirigée par le général Paul Kagame, aujourd'hui président du Rwanda, et James Kabarebe, chef de l'armée rwandaise. De retour au Congo, il intègre à la fin de 1997 une brigade de renseignement de l'armée régulière congolaise. Plus tard, il devient officier dans les rangs du groupe rebelle RCD Goma, soutenu par le Rwanda et engagé dans les conflits armés dans l'est du pays. Il s'illustre pendant la deuxième guerre du Congo lors des massacres commis par le RCD Goma à Kisangani en mai 2002. Intervenant pour mettre fin à une mutinerie dans la principale ville de la province orientale, il participe à l'exécution sommaire de dizaines de personnes. Laurent Nkunda, alors officier au sein des forces armées du RCD Goma, est nommé général de brigade par décret présidentiel dans le cadre du commandement de l'armée unifiée. En août 2003, il refuse de se rendre à Kinshasa pour participer à l'installation de l'état-major général unifié. Il est déféré devant la Cour suprême militaire pour indiscipline et refus d'ordre, mais reste à Goma. Laurent Nkunda justifie sa défection en invoquant la nécessité de protéger la population tutsi congolaise. Selon certaines sources, son refus de se rendre à Kinshasa pourrait être lié à la crainte d'être arrêté pour crimes de guerre en raison de son implication dans les massacres de Kisangani en mai 2002. Laurent Nkunda, avec le colonel Jules Mutebutsi, est responsable de nombreuses actions militaro-politiques après l'instauration du gouvernement de transition en 2003, dont précisément l'attaque de Bukavu en juin 2004, l'appel à la désertion des soldats appartenant à l'ancien RCD Goma intégré dans l'armée nationale au Nord Kivu en août 2005, l'attaque de plusieurs villes dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, en janvier 2006. En septembre 2005, un mandat d'arrêt international est lancé contre Laurent Nkunda. Il est accusé d'être responsable de nombreux crimes de guerre et crimes contre l'humanité, massacres, actes de torture, viols. Le 1er novembre 2005, il est placé sur la liste des individus et entités visées par l'interdiction de voyager ou les ailes des avoirs par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour violation de l'embargo sur les armes lors de la prise de Bukavu. Nkunda tente de déstabiliser l'Est de la RCD lors de l'élection présidentielle congolaise de Laurent Nkunda tente de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo lors de l'élection présidentielle congolaise de juillet 2006.
Et à la fin de l'année, après l'annonce des résultats de l'élection, il fonde le Congrès national pour la défense du peuple, CNDP. Le 25 novembre 2006, les troupes de Kunda prennent Sake, à 30 km de Goma, avec le soutien du Rwanda, en opposition aux forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe composé de réfugiés Hutus appuyés par Kinshasa. Les deux camps comptent chacun moins de 10 000 soldats. En décembre 2006, le Burundi l'accuse ainsi que James Kabarebe, chef d'état-major général de l'armée rwandaise, et Salim Saleh, ministre d'État des Finances de l'Ouganda, d'avoir fomenté une tentative de coup d'État au Burundi. Début janvier 2007, Kunda accuse par le biais du journaliste Serge Farnell, le chef d'état-major de la MONUC, de soutenir les FDLR, ex-génocidaires rwandais, en refusant de les désarmer. En janvier 2007, il annonce que ces hommes ont commencé à rejoindre les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo à la suite des négociations menées à Kigali au Rwanda. Néanmoins, la première moitié de 2007 se caractérise par de nombreux combats à l'Est, forçant des dizaines de milliers de civils à fuir. Laurent Kunda accepte finalement de mélanger ses troupes avec celles du gouvernement congolais. Les accusations d'occupation de l'Est de la RDC, de pillage de ses ressources et de tentatives de déstabilisation du gouvernement congolais s'intensifient durant la première moitié de 2007. La tension monte encore en mai 2007 lorsque Kunda menace de retirer ses soldats de l'armée nationale. La MONUC dénonce alors la présence de troupes rwandaises et ougandaises en RDC et des dissensions apparaissent entre Joseph Kabila et son état-major. Début décembre 2007, une offensive gouvernementale encadrée par la MONUC est lancée contre Kunda à Mouchake, près de son fief. Elle se solde par une déroute sévère et des milliers de morts dans les rangs des troupes gouvernementales. La MONUC est accusée d'avoir fait défaut aux troupes gouvernementales. En janvier 2008, l'abbé Malou Malou, président de la commission électorale de 2006, parvient à convaincre les milices de signer un armistice, mais cette entente ne tient pas. En juin 2008, les accusations de recrutement d'enfants soldats à l'encontre de Kunda reprennent. Le 26 août 2008, Laurent Kunda lance une nouvelle offensive qui lui permet d'agrandir la zone qu'il contrôle dans le nord Kivu, atteignant Goma fin octobre. L'armée congolaise ayant abandonné la ville, la MONUC ne peut pas lancer des contre-offensives. Kunda renonce toutefois à prendre la ville et déclare un cessez-le-feu unilatéral le 29 octobre, demandant l'ouverture de négociations à Kinshasa. En octobre 2008, Kunda explique dans un entretien avec RFI que la prise de Goma n'est pas son objectif et qu'il cherche à entrer en pourparlers avec Kinshasa. À la suite d'un retournement d'alliance, les gouvernements rwandais et congolais lancent une opération militaire combinée le 22 janvier 2009 menant à l'arrestation de Laurent Kunda au Rwanda le 22 janvier au soir. Le 23 mars 2009, le CNDP signe un traité de paix avec le gouvernement dans lequel il accepte de devenir un parti politique en échange de la libération de ses prisonniers et d'une meilleure prise en compte de la communauté des Tutsis congolais, notamment en donnant 3 ministères au CNDP à la suite de l'élection présidentielle du Congo-Kinshasa de 2011. En raison de l'incertitude quant à leur sort et prétextant que les termes de l'accord du 23 mars 2009 ne sont pas respectés, plusieurs anciens dirigeants du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, autour de Bosco Ntaganda et de Sultani Makanga, créent le mouvement du 23 mars M23, reprennent les armes et en juillet 2012, les localités de Buna, Ghana et Rutshuru passent sous le contrôle du M23. Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2013, l'armée congolaise a cherché les combattants du M23 des dernières positions qu'ils occupaient dans les montagnes du nord Kivu à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda. Le 5 novembre, le M23 déclare qu'il dépose les armes et 2 jours plus tard, environ 1500 membres du M23 se rendent aux autorités de l'Ouganda. Après l'échec de l'élaboration d'un premier document commun sur un accord début novembre, la RDC et le M23 signent le 12 décembre à Nairobi un accord de paix qui confirme la dissolution du M23, définit les modalités de la démobilisation et conditionne à l'abandon de la violence de la reconnaissance des droits de ses membres.
En dépit de la neutralisation du M23 et du CNDP par les forces congolaises, la région demeure loin d'être pacifiée et constitue une véritable zone de non-droit puisque des affrontements violents surviennent régulièrement entre l'armée régulière et des groupes rebelles. Et des massacres continuent d'y être perpétrés par des milices armées en 2016 et en 2017. Située à plus de 60 km de Goma, la localité de Bambo dans le nord Kivu a été vidée de ses habitants. La panique des réfugiés congolais sur fond d'affrontement entre les rebelles du M23 et les soldats de la République démocratique du Congo. Les États-Unis ont accusé le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les effets militaires retrouvés sur place, les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Au cours des 2 dernières décennies, les provinces orientales de la République démocratique du Congo ont malheureusement servi de théâtre à des activités rebelles déstabilisantes. Parmi ces groupes, le mouvement du 23 mars, plus communément connu sous le nom de M23, se distingue, émergeant comme l'un des plus préoccupants parmi plus de 100 groupes armés qui opèrent dans cette région. La panique des réfugiés congolais sur fond d'affrontement entre les rebelles du M23 et les soldats de la République démocratique du Congo, à Goma. Le pouvoir central refuse de négocier avec les insurgés. Kinshasa accuse le Rwanda voisin d'être à l'origine du soulèvement. L'armée congolaise aurait d'ailleurs procédé à des tirs au-delà de ses frontières. Située à plus de 60 km de Goma, la localité de Bambo dans le nord Kivu a été vidée de ses habitants. Mercredi, pris de panique par des tirs de mortier et des rafales d'armes. À en croire cet habitant, les rebelles du M23 ont repris le contrôle de cette localité. Certaines perspectives considèrent le M23 comme une manifestation de l'exaspération populaire face à un gouvernement dysfonctionnel, corrompu et aux abus persistants. Une frustration historiquement ressentie par les Congolais d'origine rwandaise. Cependant, une autre interprétation soutient que le M23 s'inscrit dans la lignée de mouvements rebelles antérieurs ayant des liens étroits avec le Rwanda. Cette dualité d'opinion alimente le débat sur les véritables motivations et influences qui sous-entendent ce mouvement rebelle. Plongeons dans une enquête approfondie à travers une vidéo documentaire examinant les racines profondes des rebelles du M23 au Congo. Au fil des séquences, nous explorerons les origines historiques, les connexions régionales et internationales, ainsi que les facteurs sociopolitiques qui ont façonné l'évolution de ce groupe rebelle dévastateur. En mettant l'accent sur une analyse approfondie, cette vidéo vise à offrir une compréhension éclairée des dynamiques complexes qui contribuent à l'instabilité persistante dans cette région sensible de l'Afrique centrale. La République démocratique du Congo a subi des conflits après l'effondrement du Zaïre. Au début des années 1990, les conflits régionaux, notamment la longue guerre civile en Angola et les conséquences du génocide rwandais. Les premiers conflits du Congo ont vu la dictature de Mobutu, qui a duré des décennies et qui a été renversée par une puissante coalition rebelle largement basée dans l'est du pays. Mobutu a été remplacé par Laurent Désiré Kabila, un vétéran rebelle largement considéré comme un allié au service des intérêts rwandais et ougandais. La deuxième guerre du Congo, qui a commencé vers 1998, a été déclenchée lorsque Laurent Désiré Kabila a refusé d'être contrôlé par le Rwanda et l'Angola. Pendant cette période, une coalition rebelle connue sous le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, est née avec ses racines dans l'est du pays. Encore, l'Ouganda a de nouveau parrainé un groupe rebelle distinct, le Mouvement pour la libération du Congo, dirigé par l'ancien homme d'affaires Jean-Pierre Bamba. Devenu vice-président de la RDC à la suite de l'accord de Luanda en 2002.
Les autres voisins de la République démocratique du Congo, qui étaient cette fois s'y rassemblés sous la bannière de la Commission de développement de l'Afrique australe, sont intervenus pour protéger l'administration de Kabila et également aider l'administration congolaise largement dysfonctionnelle. En 1999, ce conflit était dans une impasse avec la mission des Nations Unies déployée pour surveiller les lignes de front. En outre, les relations entre le Rwanda et l'Ouganda se sont rompues au point que leurs forces armées sont battues pour le contrôle de la ville stratégique et économique de Kisangani en RDC. Le groupe rebelle du RDC, Rassemblement Congolais pour la démocratie, s'est divisé en une aile soutenue par le Rwanda, RCD Goma, et une aile soutenue par l'Angola, le RDC Kisangani, au mouvement de libération KML. Il y avait d'autres groupes rebelles impliqués dans des conflits à différents moments, parmi lesquels des groupes de la milice locale d'autodéfense collectivement connus sous le nom Mai Mai, exclusivement alliés au gouvernement. Il y avait également les RCD national, un groupe dissident du RCD KML en plus des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, le FDR, un groupe rebelle Hutu, également basé dans l'Est du Congo et comprenant certains acteurs du génocide rwandais de 1994. Parmi tous ces groupes, le RCD Goma, en tant que plus ancien et l'un des plus puissants groupes, représente le RCD face aux différents autres groupes séparatistes qui en sont issus. Le Rwanda devint le premier support du RCD, transférant ainsi les tensions entre le Rwanda et l'Ouganda dans leurs groupes rebelles respectifs actifs au Congo. Ce groupe avait son emprise sur les provinces du nord, du sud Kivu et la ville de Goma, lesquelles zones ont rapidement évolué d'une station balnéaire tranquille au bord d'un lac pour devenir le centre commercial et politique de la rébellion. Au milieu de ces chaos, Laurent Désiré Kabila a été assassiné en 2001 et son fils Joseph Kabila lui a succédé. Pour trouver une solution durable à ces conflits internes, un processus de paix a eu lieu. En grande partie sous la direction de l'Afrique du Sud, les accords de paix de 2002 ont finalement abouti. La transition au Congo a culminé avec les élections de 2006 qui ont été remportées par Joseph Kabila. Malheureusement, ces résultats n'ont pas été acceptés par une proportion significative des principaux groupes rebelles. Par conséquent, une puissante faction rebelle, les unités du RCD Goma qui avaient refusé d'intégrer l'armée nationale, ont de nouveau lancé une rébellion en juillet 2006. Ces combattants du RCD Goma avaient été reconstitués en Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, sous la direction du général Laurent Nkunda, un officier de l'armée régulière appartenant à l'ethnie Tutsi. Il entre dans les années 2000 en rébellion ouverte contre les autorités politiques et militaires installées en Kinshasa. Laurent Nkunda avait auparavant servi dans le Front patriotique rwandais, le FPR, la force rebelle qui a déposé le gouvernement qui a perpétré le génocide de 1994. Laurent Nkunda servira plus tard dans la coalition rebelle soutenue par le Rwanda qui a installé Laurent Désiré Kabila comme président de la République démocratique du Congo. L'un des hommes clés de Laurent Nkunda était Bosco Ntaganda, un Tutsi rwandais. Bosco Ntaganda a également combattu aux côtés du Front patriotique rwandais au début des années 1990. Il a été un acteur clé dans divers conflits en 1994. Grâce à ses actions, la région des Grands Lacs a été particulièrement connue lors des violences intercommunautaires d'Uturi en 2002 qui ont brièvement menacé d'atteindre des proportions génocidaires. Alors que ce conflit se poursuivait, la mission de l'ONU, désormais devenue une opération de maintien de la paix à part entière, et le FDC du Congo était incapable d'arrêter Bosco Ntaganda et son CNDP de reprendre le contrôle d'une proportion significative du territoire de l'ancien RCD Goma, y compris des sites miniers et des routes commerciales. Après d'intenses combats et de pourparlers de paix avortés, le général Laurent Nkunda a été destitué par son adjoint Bosco Ntaganda. En janvier 2009 et le 23 mars de la même année, les rebelles du CNDP et le gouvernement ont signé un accord de paix prévoyant l'intégration du CNDP dans le FDC, Force de défense congolaise. Malgré l'accord, le CNDP a continué à maintenir une chaîne de commandement parallèle et des unités n'ont jamais été pleinement intégrées dans le FDC.
Le conflit a éclaté de nouveau en avril lorsque des ex-rebelles du CNDP réintégrés dans l'armée congolaise dirigée par Bosco Tangada se sont mutinés en s'annonçant comme le mouvement du 23 mars M23. Ce groupe rebelle a été nommé d'après l'accord du 23 mars 2009 qui, selon ses partisans, n'avait pas été honoré par le gouvernement congolais. À ce stade, il est important de souligner que le CNDP et maintenant les rebelles du M23 s'appuient sur l'affirmation selon laquelle il représentait les griefs particuliers légitimes des Congolais d'origine rwandaise, notamment les Tutsis et d'autres qui au fil des années ont été soumis à une menace accrue de violences génocidaires. Le M23 dit que son mandat comprend également la protection de ces groupes contre la violence, en particulier de la part des forces de libération du Rwanda, les FDLR. Ce groupe rebelle hutu-rwandais basé depuis longtemps en RTC. Le FDLR a été formé par des éléments de l'armée et des milices qui ont perpétré le génocide rwandais de 1994. Bien qu'il soit aujourd'hui beaucoup plus petit que par le passé et largement composé de recrues sans lien direct avec le génocide, les hauts dirigeants du FDLR conservent une idéologie extrémiste. Cela constitue une autre raison pour laquelle le M23 prétend se battre. Une autre raison pour laquelle ces combats du M23 ont éclaté et se poursuivent depuis des années dans l'Est du Congo est le rôle continu du Rwanda et dans une moindre mesure de l'Ouganda dans la recherche de maintenir une influence extérieure secrète et un contrôle sur les zones de l'Est du Congo. Comme protection contre les menaces émergentes du territoire congolais, en particulier celle du FDLR, et comme mécanisme de défense des avantages économiques et sécuritaires bien établis, ressentis en grande partie par une élite locale liée au Rwanda et souvent Tutsi. Cette élite avait emprunté la route pendant la domination de l'Est du Congo par le RCD Goma et comprenait le contrôle des routes commerciales, des sites miniers et de vastes zones de pâturage. La région plus large borde le Rwanda et l'Ouganda et constitue un énorme trafic de camions commerciaux transportant des marchandises du port de Kenya jusqu'à Goma et Bukavu en République démocratique du Congo. Tout ceci offre une opportunité au M23 et aux autres rebelles de lever des fonds supplémentaires graves à une fiscalité informelle. Gardez à l'esprit que cette région est également riche en termes de ressources naturelles. Certains des combats portent sur le contrôle des vastes ressources naturelles de l'Est du Congo, notamment les diamants, l'or, le cuivre et le bois. Le pays contient également du cobalt nécessaire aux batteries pour alimenter les téléphones portables et autres appareils électroniques. Lorsque le M23 a commencé les combats en 2012, il a rapidement établi le contrôle de certaines des zones qui étaient autrefois le territoire du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP. Bien que ces forces de combat aient été beaucoup plus petites, les rebelles du M23 ont vaincu la force de défense du Congo, FDC, en novembre 2012. En 2012, les rebelles du M23 ont détenu Goma pendant 10 jours avant de se retirer volontairement sous la pression internationale. Malgré leur objectif proclamé, les rebelles du M23 ont perpétré des violations des droits de l'homme contre des civils, y compris des Tutsis, de manière plus notoire lorsqu'ils ont occupé Goma. Cependant, dans les mois qui ont suivi le siège de Goma, le M23 a été déchiré par des luttes de pouvoir et des conflits internes. Il a également été considérablement affaibli après que son chef, Bosco Tangada, s'est rendu à la Cour pénale internationale dans un effort apparent pour fuir les guerres intestines. En 2013, a déclaré le Conseil de sécurité des Nations Unies. En 2013, le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé une brigade offensive sous le mandat de la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en RDC. MONUSCO a été efficace dans son soutien à l'armée congolaise et cette même année, 2013, le M23 a annulé sa campagne depuis sa défaite militaire en 2013. Le M23 est resté dominant pendant près d'une décennie jusqu'à la fin de 2021, date à laquelle il a de nouveau intensifié ses attaques. Dans ce cas, le groupe affirme avoir été soudainement attaqué par l'armée congolaise après que Kinshasa ait déclaré la loi martiale dans les provinces du Nord Kivu en mai 2021 contre tous les groupes armés qui ne participeraient pas volontairement à un nouveau programme de démobilisation. Dans la résurgence actuelle, le M23 est militairement plus fort que par le passé. Elle fonctionne de plus en plus comme une armée conventionnelle, s'appuyant sur des équipements beaucoup plus sophistiqués que par le passé.
Des sources ont laissé entendre que le M23 est actuellement capable de fonctionner 24 heures sur 24 grâce à des dispositifs et équipements de vision nocturne. Le M23 dispose également d'armes à plus longue portée telles que les mitrailleuses. Tout cela laisse supposer que cet équipement aurait été fourni par une armée organisée en guerre. C'est pourquoi les services de sécurité rwandais sont soupçonnés de soutenir le M23. Il est également important de comprendre que l'armée nationale congolaise est extrêmement dysfonctionnelle. Des soldats paient une indiscipline endémique et des abus envers la population civile plutôt que de traiter efficacement les groupes armés. L'armée congolaise a été accusée à plusieurs reprises de collaborer avec les groupes armés, notamment dans le commerce des ressources illicites. Le conflit persistant dans le territoire oriental du Congo a provoqué une tension entre la RDC et le Rwanda. Le président Félix Tshisekedi a accusé à plusieurs reprises le Rwanda de soutenir le M23. Une allégation que le Rwanda a niée à plusieurs reprises. Cette accusation soutenue par l'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis. Un rapport des Nations Unies de 2022 a indiqué que les forces de défense rwandaises sont en partie responsables de la renaissance du M23 en fournissant à la fois un soutien militaire et opérationnel. Le Rwanda a accusé le Congo de soutenir une fois de plus les milices extrémistes Hutus. Les tensions entre les deux pays ont été exacerbées lorsque le Rwanda a tiré le 24 janvier 2022 sur un avion de convoi congolais, accusant l'armée congolaise de violer son espace aérien. Le Rwanda et le Congo ont convenu fin novembre 2023 d'un accord. L'accord est négocié par les États-Unis pour réduire bilatéralement la présence militaire à leurs frontières, réduire les discours de haine et s'abstenir de tout effort visant à affecter le système politique de chacun malgré l'accord. L'animosité politique entre Kinshasa et Kigali s'est renforcée le 9 décembre 2023 lorsque le président congolais Félix Tshisekedi a comparé Paul Kagame à Adolf Hitler. Lors de cette résurgence du M23, l'Organisation régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, l'ACRF, a été le fer de lance des efforts pour mettre fin à la crise. Dessus par l'ACRF, Kinshasa a tendu la main à la SADC pour obtenir de l'aide. En février 2024, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que son pays déployait près de 3000 soldats dans le cadre d'un effort conjoint du SADC pour mettre fin au combat au Congo. Ces forces ont été déployées aux côtés des soldats du Malawi et de Tanzanie et aident les forces armées du Congo pour repousser le M23. C'est la fin de notre vidéo, merci et à la prochaine.